Ces filaments, ils réalisent une interface accrue avec le sol. Le contact sol-champignon est 10 000 fois plus important que le contact sol-racine. Et ça coûte moins cher de faire un filament que de la racine, ça coûte 100 fois moins cher. Si vous amenez la même quantité de phosphate sous forme de matière organique, le temps que ce soit relargué, ça va être relargué doucement, et à aucun moment vous aurez cet effet d'aubaine qui fait que la plante se charge de réserve sans avoir besoin du champignon. Quand vous apportez la fertilité sous forme organique, elle est relâchée lentement, donc vous avez besoin du champignon pour aller chercher ce qui sort de la décomposition à un rythme moins intense. Ces mycorhizes, elles ont vraiment plein de fonctions, et que la façon aujourd'hui d'en avoir, c'est pas d'en acheter, c'est de nouveau une raison supplémentaire de revenir à ces antiennes qui sont une couverture maximale, une perturbation mécanique minimale. Ok, alors, je voudrais maintenant passer quelques instants avec vous à vous raconter ce que c'est que les mycorhizes, et puis comment on peut les utiliser, et aussi répondre à la question un peu importante, est-ce qu'il faut passer à la caisse chez Truffaut pour en acheter ? C'est vrai, vous avez de la chance d'être dans une activité professionnelle où il y a plein de ressources financières inutilisées, et donc ce serait dommage de ne pas acheter un truc en plus. Hein. Je l'ai fiscalisé. Ouais, bah pas encore. Hein. Puis alors, la défiscalisation en ce moment, je pense pas que ça va pas être la fête. Hein. Alors, mon premier point, c'est de vous raconter une histoire que je raconte tout le temps parce qu'elle est importante, elle montre à quel point cette association est vitale. On s'en rend pas compte parce qu'elle se fait tout le temps et c'est un peu comme les dents. Hein. Tant que tes dents marchent bien, tu te rends pas compte que tu as des dents. Tu as une carie et la beauté, tu te dis, ah putain, oui, c'est vrai, les dents, c'est super important et c'est super bien quand ça marche. Sauf que tant que ça marche, personne ne s'en aperçoit. Alors, c'est un peu ce qui est arrivé quand on a essayé d'implanter des pins en Afrique et en Amérique du Sud. Les pins poussent dans l'hémisphère nord, et quand nos marines sont arrivées dans ces coins-là, les bateaux avaient souffert, et on a essayé d'implanter des pins parce que ça fait une fibre bien droite, imprégnée de résine, qui donc survit bien à l'imprégnation par l'eau de mer, survit bien aux attaques des pathogènes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a planté des graines et voilà une graine heureuse de 15 ans, sachant qu'elle a survécu alors que la plupart du temps, ça germe, ça crève. Maintenant, ça se passe très bien. Hein. En Amérique du Sud, un pin de 15 ans, il est comme ça. D'ailleurs, ça se passe tellement bien que les pins sont invasifs. Pourquoi ? Parce que nos anciens ne se sont pas démontés. On est au XVIIe siècle, hein, XVIe, XVIIe siècle. Ils ont amené des petits pins déjà enracinés, qu'ils ont replantés, et les pins ont continué de pousser, mais sans le savoir, ils ont introduit des champignons du sol, dont la présence est vitale pour les pins. Il y en a partout. C'est les mêmes champignons pour tous les arbres des forêts tempérées. Hein. Il y en a partout en zone tempérée, donc les pins, chez nous, ils sont pionniers, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a toujours ces champignons, mais il n'y en avait pas sous les tropiques. Alors, cette histoire a été résolue, hein, et les pins sont devenus invasifs, et d'ailleurs, dans les zones où ils sont invasifs, c'est un cauchemar. Hein. Vous avez des hectares où il n'y a que des pins. En Amérique du Sud, c'est une catastrophe. Avec épais comme ça d'aiguilles qui se décomposent pas, et des amanites tumouches, des lactaires délicieux, de temps à autre, enfin des trucs. Alors là, le mycologue européen, il a pas de mal à épater la galerie locale, hein, parce que c'est juste nos champignons. Un peu plus tard, il se passe une autre histoire, qui est une histoire, vous savez, c'est que dans les contes pour enfants, souvent, il y avait l'époque où les animaux parlaient. C'est il y a longtemps, oui. Alors là, cette histoire-là, c'est l'époque où les politiciens posaient des questions aux scientifiques. Mais ça existait aussi, hein, c'est comme quand les animaux parlaient, ça existait, mais plus maintenant. Donc, à la fin du 19e, le ministre prussien de l'Agriculture demande à un universitaire, Albert Franck, pourquoi les truffes poussent toujours sous des arbres, et pourquoi on a besoin d'arbres. Et Albert Franck va montrer que le mycélium de la truffe, la partie que vous mangez, c'est l'organe reproducteur qui est plein de spores, des spores qui se dispersent par les fécès, hein, par les crottes des animaux qui ont mangé le champignon. Il va découvrir que le mycélium, voilà les dessins de son article de 1885, est associé, forme des manchons autour des racines des arbres. Et il dit, mais il y a d'autres champignons qui font ça, et en plus, tous les arbres ont des champignons comme ça. Probablement que c'est pas une maladie, probablement est-ce vital. Et donc, il continue ses recherches. Et en 1892, 7 ans plus tard, il publie ça. Alors, il a pris des pins, ça c'est vraiment marrant, parce que ça nous explique l'histoire qui s'était passé avec les pins dans les colonies que se taillaient les Européens en Amérique du Sud et en Afrique. Il a des pins sur sol non stérilisé, sur sol stérilisé,
Et puis, il y a des fois, ça pousse, vous voyez que ça pousse très mal sur sol stérilisé, encore que là, on est en Europe, les pots sont ouverts, donc il y a une recolonisation qui s'opère. Donc ça pousse quand même, mais ça pousse super mal. Donc là, il montre bien que c'est... Alors, il a quelques pins de sol stérilisé qui poussent bien, mais il est capable de montrer que sur les racines, il y a des champignons qui sont installés et ils se sont spontanément réinfectés. Voilà, donc en 1892, on a la démonstration que les pins, au moins, ne poussent pas, et en fait, très rapidement, on l'obtient sur d'autres plantes, sans champignons appropriés. Et que ça, dans l'aire d'origine des espèces, ces champignons sont présents partout, donc il n'y a pas de problème, mais en revanche, c'est beaucoup plus difficile quand on est dans une zone où il n'y a pas ces champignons. Alors, la mycorhize en question, c'est ce qu'on appelle l'ectomycorhize. Je vais faire vite, c'est celle des arbres forestiers, elle est adaptée aux sols pauvres des forêts, et le champignon fait un manchon autour de la racine, et il provoque aussi une hyper-ramification de la racine qui parfois devient dichotomique, c'est-à-dire qu'elle pousse en se divisant en deux. Ce qui est inhabituel, hein. D'habitude elle pousse par le bout et elle se ramifie secondairement. Ces modifications-là sont, vous voyez que des fois on voit même pas le champignon, mais on devine qu'il est là parce que les racines sont complètement hyper-ramifiées. Ces modifications-là, disais-je, c'est des modifications de forme de la racine qui sont dues à la production d'auxine par le champignon. Vous savez que l'auxine, c'est une hormone, un très simple, enfin, c'est toute une famille de dérivés du tryptophane, donc c'est très facile à faire. C'est pas un miracle que les champignons sachent faire ça, et ça provoque une rhizogénèse accrue. Et le champignon, en fait, entraîne souvent, mais pas toujours, une rhizogénèse accrue. D'accord ? Alors, dans le genre rhizogénèse accrue, voilà des pins du Yunnan, donc du sud de la Chine, avec, regardez, vous avez la racine principale qui porte des racines latérales hyper ramifiées, qui sont d'ailleurs à croissance dichotomique. Il y a même aussi un champignon qui fait une mycorhize blanche dedans, qui est là et là. C'est la même chose photographiée 2 fois. C'est pas beau ça ? Puis on voit que le champignon, il explore un petit peu, il fait des cordons qui explorent le sol. Alors, dans cette association-là, le champignon est présent autour de la racine en chaussette et il pénètre entre les cellules superficielles, augmentant ainsi le contact avec la racine, mais jamais dans ces cellules. Vers de Terre Production, c'est aussi un réseau d'experts qui vous propose des formations finançables Vivea. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en commentaire. Bonne vidéo. En long, ça donne ça, chaussette et pénétration superficielle. Ça s'appelle une ectomycorhize parce que le champignon est dessus. Et les champignons qui font ça, eh bien, c'est des champignons que vous connaissez parce que ces champignons, c'est les russules, les girolles, les trompettes de la mort, c'est tous ces, ou les ceps, ou les pieds de mouton, c'est tous ces champignons qu'on ne sait pas cultiver parce qu'ils ont eux-mêmes besoin de l'arbre. C'est aussi les truffes, c'est les amanites, les lactaires, bref, c'est 60% des champignons forestiers qui poussent eux-mêmes qu'en forêt, une fois de plus, parce qu'ils ont aussi besoin de ces arbres. Alors cette association-là, je vous la signale pour mémoire, elle est absolument vitale à la nutrition des arbres, mais clairement, ces champignons-là et ce type d'association n'étaient pas là en zone tropicale, et vous allez me dire que vous, les arbres, bon, vous aimez bien vous balader en forêt, mais que c'est pas votre métier. Vous aurez raison. Vous, ce qui vous intéresse, c'est pas ce type de mycorhize, mais c'est un autre type qui a été découvert un peu plus tard. Et d'ailleurs, la première description qu'on doit à un Français d'Anjar au début du XXe siècle, il prend ça pour une maladie. On lui demande d'étudier des peupliers qui sont malades. Il voit ça sur les racines. Il dit, oh là, ils doivent être malades de ça. En fait, vous allez voir que c'est pas une maladie, mais effectivement, ces mycorhizes-là sont moins visibles. Alors, j'ai pris une plante qui n'est ni un arbre, ni une plante tempérée, c'est le maïs. Vous vous rappelez que le maïs, c'est tropical, hein, quand même, à la base. Même si on s'efforce de le cultiver en France, on s'aperçoit bien que c'est tropical, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'eau. Alors, vous avez ici le maïs, et vous voyez très bien les... Non. Alors, vous avez ici le maïs, et vous voyez bien les... Voilà. Parce qu'en fait, le problème de l'endomycorhize, c'est que endo, ça veut dire dedans, on la voit pas à l'extérieur. On voit très peu de champignons. Et à l'intérieur des racines, quand on colore correctement, on voit qu'il y a plein de filaments de champignons qui pénètrent dans les cellules en se ramifiant.
Alors, ces ramifications-là s'appellent des arbuscules, je vais revenir là-dessus. Et ça, c'est vraiment une association mycorhizienne qui est moins visible. Elle a été découverte plus tard pour cette raison, mais c'est vraiment celle qui est la plus fréquente et qui est notamment celle de vos plantes à vous. C'est 80% des espèces de plantes avec des champignons qui ne sont ni des ascomycètes ni des basidiomycètes dont vous avez l'habitude, ce que vous appelez vous des champignons, mais des champignons microscopiques qu'on appelle les gloméromycètes. Et ces gloméromycètes, ils font deux choses dans les racines. Ils font des ramifications qui rentrent dans les cellules racinaires en se ramifiant et qui augmentent colossalement la surface d'échange. Vous aurez de toute façon, hein, je vois que on se croirait à un concert de Mylène Farmer là, vous aurez les images. Donc des ramifications d'une part, et puis des renflements dans lesquels il y a des grosses gouttes d'huile qui sont en fait les zones où le filament s'hypertrophie pour stocker les réserves du champignon. Donc des vésicules et des arbuscules. Alors maintenant un petit film qui va vous raconter comment ça se met en place. Les plantes émettent, et c'est ce que vous voyez avec des halos là, elles émettent dans le sol des grandes quantités de molécules qui vont en fait complètement recomposer la diversité microbienne en repoussant les méchants, en attirant les gentils. Alors, ce champignon mycorhizien qui est en train de pousser est absolument insensible aux émissions de cette racine-là. En revanche, les émissions de celle-là provoquent une croissance orientée et une ramification vers la racine, puis l'émission de molécules qui, à leur tour, font se ramifier la racine. Alors, je vous dis pas, ils se ramifient l'un au voisinage de l'autre. Le champignon continue d'aller vers la racine, le contact finit par s'établir. Mais, à la suite de ce contact, vous n'allez pas obtenir une colonisation périphérique comme dans le cas précédent. Le champignon va pénétrer carrément dans les cellules. Alors, il pénètre en cassant la paroi cellulosique, en la rompant, mais sans détruire la membrane des cellules, qui reste donc complètement vivante. Parce que leur assise interne, leur enveloppe interne, survit très bien, garde son intégrité. Et donc, dans certaines cellules, le filament se ramifie en un arbuscule, des cellules vivantes, et dans ces cellules, le champignon commence à amener de l'eau et des sels minéraux, exactement comme dans les ectomycorhizes, sauf que là, ça se fait pas dans un contact paroi à paroi, mais dans un contact plus intime. Cependant que la racine est inondée de saccharose, alors le champignon ne peut pas prélever le saccharose, mais si la plante lui coupe en deux, ce qui donne un glucose et un fructose, ces petits sucres-là peuvent rentrer dans le champignon et donc la plante prépare le saccharose sous forme de glucose et de fructose qui va rentrer dans le champignon et le nourrir en échange. Donc la plante dispose d'enzymes capables de couper... C'est comme ça qu'elle se nourrit elle-même, parce qu'elle-même, rapidement, le saccharose c'est une forme de transport. Mais dans la cellule, elle a besoin de sucre classique, glucose, fructose. Donc elle le fait pour elle, et éventuellement elle en donne une partie au champignon. Alors ces champignons sont présents autour de la racine, comme dans le cas précédent, comme dans le cas des ectomycorhizes, où ils vont explorer le sol, et ils font leurs spores dans le sol, mais en vrac. Du coup, vous les connaissez pas, et ils sont tout le temps microscopiques, parce que même quand ils fabriquent leurs spores, vous les voyez pas. En revanche, leurs spores sont faciles à voir. Si vous tamisez un sol entre 0,1 et 0,5 mm, ce sont de très grosses spores, et vous trouverez une grande quantité de ces spores. Vous tamisez, vous récoltez les spores par flottaison. Les particules minérales de la même taille tombent. Et il y a vraiment dans les sols pas mal de ces spores, ce qui fait que souvent une racine, quand elle pousse, elle va rencontrer soit des filaments de champignons, comme dans l'exemple du petit film de tout à l'heure, soit des spores qui vont germer et la coloniser. Voilà, donc là je vous ai présenté cette association. Alors une image comme tout à l'heure, sol stérilisé, mais où on a remis des spores. Vous voyez que là, cet oignon en 3 mois il a poussé normalement, mais en 3 mois ici il a pratiquement pas poussé. Et c'est sans doute déjà un peu recolonisé. Les spores ont été choisis aussi. Non, on a pris des spores en vrac. Dans les spores de cette taille-là qu'on trouve dans les sols, il y a surtout des spores de champignons mycorhiziens. Donc voilà. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'une stérilisation, ça protège, mais ça tue aussi les gentils. Ça tue les méchants et les gentils. Et donc, les plantes poussent mal. Bon, l'échange est le même, sauf que dans le cadre de ces champignons-là, de ces gloméromycètes qui forment des endomycorhizes, la plante donne des sucres et aussi des lipides. Les champignons ne savent pas les faire. Et donc la grosse goutte de gras qu'il y a dans les vésicules,
Bah, c'est du gras qui vient d'être importé de la plante. Hein. Et puis des vitamines. Et le champignon va faire les courses dans le sol. Alors, c'est important parce que le sol, il est quand même dilué. Et puis, il y a des ressources comme le phosphore ou le fer qui bougent très peu. Donc, il faut aller vraiment les chercher au contact. Parce que c'est peu soluble, ça diffuse pas dans l'eau. Alors, il y a énormément, bien sûr, de filaments de ces champignons. Hein. Ces filaments, ils réalisent une interface accrue avec le sol. Le contact sol-champignon est 10 000 fois plus important que le contact sol-racine. Et ça coûte moins cher de faire un filament que de la racine, ça coûte 100 fois moins cher. Donc le bénéfice, il est d'1 million. C'est-à-dire vous avez votre accès au contact du sol à un coût divisé d'1 million par rapport à un accès qui se ferait que par la racine. C'est énorme hein, comme amélioration et des coûts et du fonctionnement. Bien. Bon. Alors, ces champignons font partie des champignons du sol qui favorisent une cohésion. Vous avez ici du sol avec mycorhize et sans mycorhize. Et vous allez voir, c'est le même sol, hein, c'est deux pots, ils ont été dépotés, on rajoute de l'eau. Vous voyez que la stabilité structurale est bien meilleure quand il y a des mycorhizes que quand il n'y en a pas. Alors cet effet de stabilité structurale a souvent été attribué à la glomaline, qui serait un composé sécrété par le champignon. Malheureusement, la glomaline n'existe pas, enfin pas sous la forme où on le raconte. On en a même quand il n'y a pas les champignons, et c'est probablement pas une substance produite par les champignons, voire même pas une substance qui existe elle-même dans le sol. C'est plutôt une substance qui serait produite lors de l'analyse. Donc vous pouvez oublier la glomaline, mais il n'empêche que, au-delà de ça, il y a quand même un effet sur la stabilité des sols, parce que les filaments, c'est comme les racines, c'est des choses qui tiennent le sol, et bien nourris par la plante, et ben les endomycorhiziens, ils envoient du filament dans le sol d'une façon significativement importante structuralement par rapport aux saprophytes, par rapport aux champignons décomposeurs, qui eux se développent pas forcément aussi bien, et puis peut-être pas aussi en profondeur. Donc il y a quand même un effet sur les sols aussi, qui est pas mauvais du point de vue de la plante et de l'agriculture. Bref, quel que soit le type, la mycorhize dans les deux cas, c'est un organe mixte où du champignon est associé à de la racine, et ça permet de manger. Bon, mais aussi de se protéger. Alors, effectivement, les champignons de mycorhize protègent la racine, mais si vous voulez, ça va vous paraître un peu miraculeux tout ça, mais c'est pas miraculeux. C'est exactement la même chose que votre microbiote. Votre microbiote, il vous aide à digérer, il vous aide à vous protéger des maladies, il régule votre système immunitaire, il a des influences sur votre humeur. Pourquoi ? Parce que pour ces organismes qui dépendent vitalement d'un hôte, d'un partenaire, plus ils entretiennent le partenaire, mieux ils l'aident à fonctionner, mieux ils vivent et plus ils ont de petits. Et donc c'est mécaniquement sélectionné de s'occuper de son cadre de vie quand on en dépend aussi vitalement. Je l'ai peut-être pas dit, hein, mais ces champignons, pour le sucre, les lipides et les vitamines, s'il n'y a pas la plante, c'est pour ça qu'on a des girolles en forêt, mais pas ailleurs. D'accord ? Donc pour eux, tout un tas de traits positifs vont être sélectionnés, des traits positifs pour la plante vont être sélectionnés parce qu'en autostop, eux, ils en sont bénéficiaires. L'un de ces traits, c'est le caractère calcicole. Alors voilà des chiffres qui viennent de l'eucalyptus. Alors, bon d'accord, c'est peut-être pas très agricole, mais enfin, clairement, l'eucalyptus, c'est quelque chose qu'on peut planter sur n'importe quel sol. C'est pas spécialement calcicole ou calcifuge. Et vous voyez qu'ici, quand ils sont mycorhizés, mes eucalyptus sur sol avec calcium, attention, ça veut dire avec calcium, c'est pas une formule chimique, ou sans calcium, ils poussent bien. Ils poussent d'ailleurs même légèrement mieux s'il n'y a pas de calcium, mais franchement, bon, ça pousse. D'accord ? Maintenant, je vais reprendre les mêmes sols et je vais priver mes champignons de mycorhize. Et là, on voit que sans mycorhize et sans calcium, ça pousse moins que sans calcium et avec mycorhize, ça pousse 2 fois moins. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de mycorhize. Mais si maintenant je suis sur un sol où il y a du calcium, alors ça pousse pas 2 fois moins, ça pousse 10 fois moins quand il n'y a pas de mycorhize. Vous y êtes ? L'effet de retirer les mycorhizes est beaucoup plus drastique en présence de calcium qu'en absence de calcium. Ça va ?
En fait, ça veut dire qu'une partie de la tolérance au calcium, c'est le champignon. Et ça, c'est chez beaucoup de plantes. Pour plusieurs raisons. Alors, déjà, si jamais il y a un manchon de champignon autour des racines, ça veut dire que la racine, elle a soit de l'écorce, soit du champignon autour, elle voit pas le calcium. Mais ça marche même pour les endos, parce que le deuxième mécanisme, au-delà de l'écran physique, c'est que le champignon pompe le calcium vers l'extérieur. Donc en gros, il écope. Alors c'est con, parce que ça rend. Mais c'est pas si con que ça, parce que le troisième mécanisme, c'est qu'il produit de l'oxalate, une molécule à 2 charges négatives, et l'oxalate, quand on met ça avec du calcium, désolé, ça donne de l'oxalate de calcium. Et ça précipite. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas manger les feuilles. L'oseille, si on peut manger les feuilles, mais c'est les feuilles de la rhubarbe qu'il ne faut pas manger. Et que de la rhubarbe ou de l'oseille, il ne faut pas en manger trop. Ce qui a le petit goût acidulé, c'est de l'acide oxalique, mais ça a tendance à précipiter avec le calcium. Et si on en mange trop, ça provoque des problèmes de calcémie et de la formation de cristaux d'oxalate de calcium dans l'organisme ou dans les reins. Voilà. Donc, vous savez que c'est toxique l'oxalate à cause des feuilles de rhubarbe qu'il faut surtout pas manger parce qu'elles sont très riches en oxalate. Les pétioles, ça va. Bref. Ça, c'est encore un cas où vous avez une immobilisation dans le sol. Le calcium n'est plus biodisponible parce qu'il est cristallisé. Et vous avez des filaments ici qui ont poussé dans une solution de sulfate de calcium. Regardez, ils sont complètement garnis de cristaux. Voilà un exemple de protection contre un problème chimique du sol. Un autre problème, c'est le stress hydrique. Et il faut bien comprendre que selon les champignons mycorhiziens qui sont présents sur les racines, la plante ne réagit pas pareil au stress hydrique. Alors, ça paraît très intéressant sur le papier, malheureusement, j'ai pas de méthode aujourd'hui basée là-dessus pour gérer le stress hydrique. Désolé, mais il faut quand même le voir. C'est que les plantes réagissent pas toujours de la même façon selon les champignons qu'il y a sur les racines. Ici, vous avez la teneur en eau du milieu et l'ouverture des stomates. Vous voyez bien qu'en général, pour ces deux courbes, on va voir ce que c'est après, moins il y a d'eau, moins les stomates sont ouverts. C'est une façon d'éviter que la plante se dessèche. Maintenant, si on regarde le détail de la réaction ici, quand on a une mycorhize avec ce champignon ou avec ce champignon, c'est des manips en pot, hein. On voit très bien qu'avec ce champignon-là, les stomates se ferment plus vite quand la disponibilité en eau diminue qu'avec ce champignon-là. Et vous arrivez pour des teneurs en dessous desquelles la plante crève, à beaucoup plus d'évaporation quand c'est ce champignon-là que quand c'est celui-là, parce que là, les écoutilles sont fermées. Et c'est important parce que vous voyez que finalement, ici, la réaction au stress se fait à distance de là où est le champignon. Il faut vraiment se préparer à l'idée que les effets protecteurs sont notamment aussi des effets qui jouent par un changement du fonctionnement de la plante et donc sont systémiques, vous voyez, dans toute la plante. Alors maintenant, les emmerdeurs du sol, les maladies. Là aussi, il y a un effet protecteur. Je vais prendre un exemple d'endomycorhize pour le coup. Alors c'est des petits arbres, les Camesiparis, qui sont endomycorhizés, voilà. Il se trouve qu'ils ne sont pas ectomycorhizés. Et on les élève avec ou sans gloméromycète. Et au début de l'expérience, pouf, on balance une pourriture racinaire, un phytophthora. Un mildiou, quoi. Mais un mildiou racinaire. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on voit que quand il y a des mycorhizes, il y a 5% de morts. Et il y a 95% de morts quand il n'y a pas de mycorhize. D'accord ? Ça va ? Bon, il vaut mieux que ce soit mycorhizé. Mais en fait, dans la nature, en général, c'est mycorhizé. Je vais sauter la manip suivante et en arriver tout de suite à un effet de protection systémique. Je vais prendre des plants de tabac, c'est endomycorhizé, que je vais élever sans ou avec mycorhize, en mettant bien de l'azote et du phosphate pour qu'ils soient quand même capables de se développer. Et je vais infecter en déposant en 2 points des feuilles un agent de pourriture grise, le botrytis. Et vous voyez que ça fait des pourritures grises, hein, ça fait pourrir la feuille un peu ou beaucoup. Là, toute la feuille a commencé à grisonner. Alors je vais vous dire, en fait, le botrytis, c'est pas une maladie c'est vraiment pas une maladie de tabac.
Mais enfin, quand même, quand c'est pas mycorhizé, les feuilles ont l'air malades. Et quand vous regardez la surface de feuilles détruites, c'est pas beaucoup dans le cas de plants mycorhizés, mais dans le cas de plants non mycorhizés, c'est 2,5 fois plus. Et quand vous regardez l'accumulation de composés fongicides par la plante, l'accumulation de défense naturelle, vous voyez que c'est bien une réponse du système immunitaire. C'est pas juste une prémunition où il y aurait plus de ces molécules si c'est mycorhizé. Non, au début, il y a quasiment rien. Mais la réponse est plus forte et plus rapide quand c'est mycorhizé que quand c'est pas mycorhizé. Ça, c'est des trucs qu'on connaît chez l'homme. On sait très bien qu'en fonction des bactéries du tube digestif, votre système immunitaire marche plus ou moins bien. Voire même dans certains cas, quand vous n'avez vraiment pas les bonnes bactéries dans le tube digestif, ils commencent à attaquer l'organisme. Ça s'appelle la sclérose en plaques ou la maladie de Crohn. Et c'est en partie des maladies liées au fait que vous n'avez pas les bons microbes. C'est un truc assez général que les microbes émettent des molécules qui, même à distance, régulent le fonctionnement de l'immunité. Et donc, il vaut mieux être mycorhizé que pas mycorhizé. Alors, entendons-nous, ça, c'est un truc de laboratoire, mais ça montre que dans la physiologie de la plante, ce qui lui donne sa pleine réactivité, c'est pas d'être une plante toute seule, c'est d'être une plante mycorhizée. Une plante, c'est fait pour fonctionner comme ça. Parce que là, le champignon compagnonne dans la défense contre les problèmes physico-chimiques du sol et contre les maladies. À l'échelle d'une parcelle, il peut y avoir des échanges d'informations de manière à ce que si une maladie arrive sur un flanc de parcelle, les mycorhizes aident à transmettre l'information. Vous faites référence à des travaux qui, en fait, suggèrent que l'existence de champignons mycorhizants simultanément de plantes permettrait de faire passer des signaux d'alerte d'une plante à l'autre. Ça, c'est des manips en pot. Il n'y a pour l'instant aucune preuve que ça se produise au champ. En revanche, au champ, on a quand même pas mal de preuves que les molécules volatiles d'alerte que la plante émet pour se mettre en alerte elle-même, pour que quand une feuille est malade à un endroit, le signal diffuse par voie aérienne pour avertir toutes les feuilles qui sont autour, même si elles sont portées par une branche différente. Parce que si le signal devait remonter dans la plante en allant partout, vous allez même allumer des défenses dans les feuilles qui sont loin, et vous allez mettre du temps à ce que le signal arrive à la feuille qui est toute proche de l'attaque. Donc il y a des systèmes de diffusion d'alerte gazeuse qui sont très efficaces au sein de la plante, qui peuvent profiter aux voisins. Ça, c'est démontré. Pour les champignons, au champ, c'est pas démontré. À travers des portraits de ferme, des webinaires, des conférences, nous faisons tout notre possible pour mettre un maximum de savoir à votre disposition. Mais pour approfondir le sujet, nos experts vous proposent aussi des formations entièrement finançables Vivea. Vous trouverez un lien vers notre catalogue en commentaire. Et donc, il n'y a pas vraiment d'entraide entre les plantes. Il y a des plantes qui s'auto-alertent bien et les voisins en profitent. Il y a des plantes qui entretiennent des champignons mycorhiziens, il y a des voisins qui en profitent. Mais l'entraide en question, elle a été plus vulgarisée qu'observée au laboratoire. Ce que montre même une analyse récente, c'est qu'il y a eu tellement de foin fait autour de cette entraide entre les plantes par les réseaux mycorhiziens, que même les scientifiques finissent par citer les travaux de travers. Et moi, j'ai des travaux qui montrent que les plantules dans les forêts tropicales ne sont pas aidées, ne reçoivent pas de ressources des arbres qui est au-dessus, même si elles partagent des champignons ensemble, qui sont cités comme la preuve du contraire. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'en forêt tropicale, les plantules sont nourries par les grands arbres. Dieudou et al. 2017. Ben non, dans Dieudou et al. 2017, ce thésard Abdallah Dieudou, il avait montré qu'il n'y avait pas du tout d'entraide. Là, il y a eu une espèce d'embrasement sociétal pour un truc, pour la peau d'un ours dont personne ne sait s'il existe vraiment. C'est pas juste que c'est la peau d'un ours qu'on a vu, qu'on a vendu. C'est une peau hypothétique. Ok. Alors, on va venir sur les applications de ça. Mais ce qui est clair, c'est que peut-être qu'il y a des effets entre plantes. C'est certain, le fait qu'une plante nourrisse plus un champignon qu'une autre, mais que l'autre récolte plus de phosphore dessus, ça veut dire qu'il y a des plantes qui ont leur phosphore moins cher que les autres. Donc il y a des tas d'effets comme ça, c'est sûr. Mais déjà, ça ne débouche pas sur des propositions de gestion. Et deuxièmement, on est loin d'avoir une image d'ensemble de comment éventuellement les champignons réorganisent des ressources entre les plantes et comment ils organisent des signaux d'alerte. Ça existe sans doute, mais on est très très loin de savoir comment ça marche dans la nature. En pot, par contre, on a plein d'articles qui nous racontent comment ça marche.
Bien, alors, en fait, il faut comprendre une chose pour terminer sur la description de ça, c'est que les effets modificateurs des champignons s'étendent très très loin dans la plante, ils sont systémiques, et on a même des preuves que quand on regarde l'expression génétique dans des tomates, l'expression des gènes dans des tomates en maturation, eh ben, elle change selon le type de champignon qu'il y a sur des racines. Ça ne débouche absolument pas sur des recommandations de genre « mets tel champignon, tes tomates sont plus sucrées ». Mais il faut voir qu'en fait, la présence du champignon, bien sûr, c'est de l'alimentation, bien sûr, c'est de la protection des racines, mais c'est plus compliqué, c'est une reprogrammation complète de la plante, et ça fait de la plante une vraie plante. Sachant qu'on le voit très bien en ayant au laboratoire des plantes sans mycorhizes, mais qui ne sont pas des vraies plantes. Elles révèlent juste que dans la nature, on est aussi construit avec ces champignons. C'est bon ? Allez, je vous montre quand même ça. Teneur en tanin, un tanin qui est important dans la structure aromatique et la coloration des vins, surtout les blancs. La quercétine sur 4 cépages iraniens. Ne me demandez pas pourquoi ils sont iraniens dans ce travail. Les Iraniens ont bien le droit de manger du raisin. Et vous voyez très bien qu'on a soit pas de champignons dans le sol, soit on a mis celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit les trois. Et vous voyez que les teneurs en quercétine sont extrêmement variables. Alors, pas tellement pour celui-là, mais alors là, il y a des variations assez importantes selon les champignons pour cette espèce-là ou cette espèce-là. Pardon, ce cépage-là ou ce cépage-là. D'accord ? Donc, c'est vraiment important. Hein. Vous avez des modifications, et on parle ici de la quercétine dans le mou, c'est-à-dire dans le jus des fruits, on a effectivement des modifications systémiques de la plante. Ça participe à ce qu'on appelle le terroir, par exemple. Alors, quand je parle à des viticulteurs, je leur dis qu'en fait, une partie de leur terroir, c'est pas juste la taille des cailloux, la couleur des cailloux, le magnésium qu'il y a dans le sol, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a comme champignon, et le terroir vu comme sol, il est vivant aussi. Ils peuvent modifier la qualité de leur vin, en fin de compte, suivant les pratiques ça ne se pilote pas. Qui se mettent au pied des vignes, hein, parce qu'à la force de désherber, ben, peut-être qu'ils finissent par on va en reparler, hein, effectivement. Et faire dériver les qualités. Mais est-ce qu'ils les font dériver en mal par rapport au vin ? Ça, c'est ça qu'on va avoir du mal à dire. Donc, il ne s'agit pas de donner des leçons aux gens sur comment faire du bon vin, mais de prendre conscience que si le sol fait partie de l'effet terroir qu'ils révèlent dans leur vinification, bah, les champignons en font partie, même si c'est pas manipulable. De toute façon, la teneur en calcium du sol n'est pas manipulable non plus dans le vignoble, hein, donc c'est plutôt descriptif qu'actif. Je vais passer ça et juste vous emmener, vous faire comprendre la logique de ça et vous faire comprendre qu'il y a toujours eu des mycorhizes. Alors, je vous le fais rapidement comprendre à l'aide d'une petite visite en Écosse. Nous sommes à Rhynie, il a plu, il va pleuvoir, vous voyez, donc on est en Écosse. Hein. Et ce que je regarde, je tourne le dos à un village pas très intéressant, en plus la distillerie était fermée, je regarde ça c'est un volcan qui a 400 millions d'années, qui n'a jamais été enfoui sous des couches géologiques, donc il est à peu près en l'état, et sur les côtés il y avait des sources chaudes. Vous savez, ces sources hydrothermales qu'on a dans les Pyrénées ou à Chaudes-Aigues dans le Massif central, c'est des eaux très chaudes qui ont solubilisé plein de sels minéraux, puis quand elles se refroidissent, elles déposent une espèce de pierre. C'est encroutant, c'est calcifiant. Et là, il y a 400 millions d'années, des dépôts de silice qui se faisaient et qui prenaient très rapidement en pierre les petites plantes qui poussaient à l'époque. Hein, les plantes, elles faisaient 20-30 cm d'eau. Donc, un débordement d'une source chaude, c'était à même de vous transformer en pierre toutes les plantes qu'il y avait. Et la plante qui est là, donc vous voyez les tiges, voilà la structure tridimensionnelle reconstituée. Elle a des parties rampantes, des parties dressées, pas de feuilles, ça n'existe pas encore, des spores produits à l'extrémité des ramifications, et pas de racines, ça n'existait pas encore. Alors vous allez me dire comment elle utilise le sol. Quand vous regardez les coupes des rhizomes, vous apercevez qu'il y a une cuticule, donc c'est bien un organe terrestre, avec une protection contre la dessiccation, plein de cellules dont les plus centrales sont minces et, dans un plan perpendiculaire allongé, ce sont des vaisseaux conducteurs de sève. Et puis il y a cette zone noire là, que d'ailleurs on voit dès cette photo-là, regardez là. Vous la voyez, la zone noire ? Et cette zone noire, eh bien, quand on zoome dessus au microscope, parce qu'on peut faire des lames très très minces de cette roche, puis regarder au microscope, qu'est-ce qu'on voit ?
des filaments renflés en vésicules et qui parfois rentrent dans les cellules en se ramifiant en arbuscules. Des cellules complètement gonflées, donc vivantes au moment de la fossilisation. Parce que les cellules avec une paroi mince comme ça, si jamais elles sont pas vivantes, les voisines les écrabouillent. Donc on parle bien d'une cellule vivante avec un arbuscule. En fait, il y a 400 millions d'années, les plantes n'avaient pas encore inventé les racines et elles s'étaient adaptées à partir de leurs ancêtres qui étaient des algues. Elles se sont adaptées au milieu terrestre simplement en ayant des champignons. Par la suite sont apparues des racines et une des chercheuses de mon laboratoire, Christine Strulderien, montre très bien ça sur des fossiles ultérieurs. En fait, les racines apparaissent comme des quais d'accueil et de déchargement du champignon, quoi. Elles apparaissent comme des mycorhizes. Et puis, secondairement, dans l'évolution, il y a un petit 10% des plantes qui finissent par se servir de leurs racines en autonomie complète. Mais la racine est avant tout apparue comme une mycorhize. Alors, ces plantes qui se servent de leurs racines, comme pour se nourrir, sont non mycorhizées. Ce sont des plantes de milieux riches où il n'y a pas besoin de champignons, ou des plantes de milieux pionniers où il faut faire sans. Et c'est en particulier les brassicacées, la famille du chou. Alors c'est important parce que pour vous, ça veut dire qu'il y a des plantes dans vos rotations qui nourrissent pas les champignons et qui n'en ont pas besoin. C'est tout ce qui est brassicacées, et puis peut-être aussi jusqu'à un certain point la betterave et le sarrasin. D'accord ? C'est des exceptions, il y a 10% d'exceptions. Alors, le problème, c'est que très longtemps, on a fait de la physiologie sur cette plante qui nous faut s'y faire, et donc, très longtemps, toutes les données qu'on a eues sur la vie des plantes, c'était des données sans mycorhizes. Mais ça veut dire qu'effectivement, quand on cultive un colza pendant un an, c'est un peu vache maigre pour les mycorhizes, enfin les champignons du sol, qui voudraient bien se sauf mycorhiser. S'il y a un couvert en dessous, Donc un peu de mauvaise herbe. et sauf s'il y a des cultures intermédiaires. Mais c'est vrai que si vous faites du pur chou, alors vous allez juste avoir un héritage de spores. C'est pas zéro. Mais par contre, ça va avoir un effet pour le nettoyage. Alors, de toute façon, l'alternance a un effet de nettoyage des pathogènes. Simplement, ces champignons-là, ils sont un tout petit peu moins spécifiques. Du coup, vous pouvez avoir un effet de culture ou pas de ces champignons. Alors, comme vous m'êtes sympathique, je vais avancer dans mon dispositif. Alors voilà, on a ici un dispositif au champ où on a une année N-1 où on a quelque chose de mycorhizien ou pas. Alors voilà l'année N-1, chou puis jachère puis renouée, chou puis tournesol, jachère puis avoine, maïs puis jachère. On est dans le sud du Japon, donc c'est des rotations qui vont paraître bizarres. Enfin voilà on a en fait 2 récoltes par an. Donc voilà ce qu'on fait. Vous y êtes ? Et là, il n'y a pas de mycorhizes, et là il y a des mycorhizes. Alors maintenant, on va mettre notre maïs, on va mettre du maïs, et on va regarder déjà, avant le semis du maïs, le nombre de spores par kilogramme de sol. Vous voyez que si vous avez eu ici, donc chou plus jachère ou jachère plus renouée, il n'y a pas beaucoup de spores. Si vous avez eu chou puis tournesol, il y a beaucoup de spores. Et bien sûr, jachère puis avoine, beaucoup de spores. Parce que là, vous avez terminé, vous avez eu coup sur coup, 2 façons de faire des spores. Maintenant, c'est encore mieux si vous avez eu maïs plus jachère, là vous avez encore plus de spores. Bien, ça c'est les spores avant le semis du maïs. Maintenant, je sème mon maïs, et qu'est-ce que je vois ? En fonction de la quantité de spores, la quantité de mycorhizes, vous voyez, elle va être... ah merde, c'est pas écrit. À 3 mois et à 6 mois, même s'il y a du rattrapage, vous voyez, plus il y avait de spores, plus il y aura de mycorhizes. Donc effectivement, on hérite de plus ou moins de spores. Voire même, si on sème sans avoir glyphosaté, ou juste après avoir glyphosaté, on peut peut-être aussi hériter des filaments. S'ils se reconnectent assez vite pour survivre. Mais là, ici, c'est un effet, il y a du labour, donc c'est un effet spore. C'est juste l'effet spore, c'est pas l'effet héritage. Donc vous avez raison.
À un moment, on a envie d'avoir des couverts ou des intercultures qui vont compenser un chou en termes de mycorhizes, ça c'est sûr. Alors, je voudrais, avant qu'on arrive à l'agriculture elle-même, je voudrais qu'on regarde un dernier truc ensemble. Il y a une espèce de mutualisme au sens où c'est bon pour la plante et c'est bon pour le champignon. Alors, quand on écrit ça comme ça, tout le monde se dit « Oh, c'est trop génial !» Voilà, ils sont ensemble. En fait, moins le champignon donne à la plante, plus il a de ressources pour faire ses descendants, et moins la plante donne au champignon, plus elle a de ressources pour faire ses descendants. Et ce qui compte, c'est le nombre de descendants dans l'évolution. Vous y êtes? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas que des entubeurs de champignons du côté des plantes et que des entubeurs de plantes du côté des champignons? C'est pas une vue de l'esprit. Je vais maintenant forcer plein de plantes différentes à s'associer aux mêmes champignons et comparer ce qui se passe à la façon dont elles poussent sans champignons. Si vous avez une vision naïve des mycorhizes, vous allez dire, bah, évidemment, avec le champignon, ça va pousser mieux. Regardez. En ligne, ce sont les différentes espèces. Le 0, c'est la référence, c'est la croissance sans champignons. Vous voyez qu'en termes de biomasse, quand vous rajoutez ce Glomus et unicatum, alors c'est des plantes de culture, hein, tout ça. Plus des mauvaises herbes. On est vraiment dans les herbacées. Vous voyez qu'assez souvent, ça pousse mieux. Pour plein d'espèces, ça pousse jusqu'à 50% mieux. Et là, vous dites, bah oui, c'est normal, les mycorhizes. Oui, mais attendez. Il y a des plantes pour lesquelles, quand je rajoute le champignon, ça pousse moins bien. Vous voyez, il y a un bon tiers des plantes pour lesquelles Glomus et unicatum n'est pas une bonne nouvelle. Ça peut pousser jusqu'à moins 45%. D'accord? Tous les couples ne marchent pas. Si ceci vous rappelle une autre histoire... Non, mais c'est con, mais le truc, c'est qu'en fait, ils sont pas forcément faits pour marcher ensemble. Alors, comment dans la nature cela se passe-t-il? Il est temps que je donne des chiffres. Un arbre, sur ses racines, il y a une bonne centaine, voire plusieurs centaines d'espèces de champignons différents. Une plante herbacée que vous arrachez dans la nature, comme le trèfle que j'ai arraché tout à l'heure, c'est plusieurs dizaines de champignons selon les morceaux de racines. Dans la nature, on a le choix. Et qu'est-ce qui se passe quand on a le choix? Eh bien, il y a des dispositifs qui ont évolué pour favoriser ceux qui marchent. Regardez plutôt cette expérience. Ici, j'ai une racine qui reçoit du saccharose radioactif. Bon, elle peut l'utiliser. Puis j'ai des champignons qui viennent de deux compartiments. Là, un compartiment où il n'y a pas de phosphore et un compartiment où il y a du phosphore. Ok? Et ils sont capables de passer par des petits trous et d'aller faire des mycorhizes. À qui la plante va-t-elle donner du sucre, sachant que le champignon ne peut pas prélever le saccharose, il faut que la plante le lui prépare, mais si elle lui prépare du glucose ou du fructose, il va être radioactif aussi. Donc je vais regarder qui reçoit la radioactivité. De façon pas très étonnante, la radioactivité va surtout vers le compartiment où le champignon a du phosphore, c'est-à-dire que le champignon qui a du phosphore reçoit plus de sucre que n'en reçoit le champignon qui ne peut pas amener de phosphore. En fait, il en amène un peu parce qu'il en contient hérité d'avant, mais par contre, il ne peut pas en prendre plus dans son milieu. Donc, vous voyez que finalement, la plante interagit préférentiellement avec celui qui peut la nourrir. De la même façon, si vous avez un champignon qui a du phosphore radioactif et qui peut aller faire des mycorhizes sur une racine qui n'a pas de saccharose ou une racine qui a du saccharose, à qui donne-t-il le phosphore? Où passe la radioactivité? Pas dans la racine qui n'a rien à lui donner, mais dans la racine qui a quelque chose à lui donner. En fait, il y a du testing dans la nature. Tout le monde s'associe avec tout le monde, et on continue à faire fonctionner l'association si ça rend. Alors il faut payer pour voir. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire la mycorhize, et puis après, on ne fait marcher que celle qui marche, des deux côtés. Le bilan, c'est qu'il n'y a pas trop d'avantages à truander. Évidemment, un champignon peut être un partenaire un peu minable sur le plantain, mais ça veut dire, s'il existe encore, que c'est un bon partenaire sur d'autres plantes. Par contre, si tu forces une association, t'es pas sûr que ce soit le bon couple. On commence à approcher de la réponse à la question, faut-il aller pour acheter de l'inoculum? Alors, sur le papier, on se dit, oh ouais, ça va être trop bien, mes plantes vont mieux pousser. Bon, faut pas oublier que ça repose sur le choix du partenaire. C'est comme ça qu'on finit par trouver des partenaires avec lesquels ça marche, et avec les autres, l'interaction stop. Et ça montre une chose, c'est que quand vous regardez le pourcentage de racines colonisées, c'est pas mal, mais vous n'êtes pas sûr que c'est les mycorhizes qui marchent. C'est peut-être des tentatives de mycorhizes qui marchent plus parce que ça rapporte rien aux protagonistes. Bon. Et voilà comment, quand on force l'interaction, on s'aperçoit que tous les couples ne marchent pas. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est votre question. Hein.
Donc déjà, on peut faire de la trufficulture. Clairement, les produits des travaux précoces d'Albert Franck, c'est la capacité à inoculer les plants. On peut aussi faire pousser des arbres. Alors là, je vous emmène dans le Morvan. Je ne sais pas si vous connaissez le Morvan. À un moment, on a replanté des Douglas parce que c'était une façon d'avoir des forêts qu'on espérait récolter rapidement dans un moment de déprise où on voulait faire moins de lait. Alors, vous voyez, voilà la gueule de petits Douglas de 7 ans dans une parcelle où, alors il y a aussi un peu une fin d'azote, mais on sent qu'il y a un problème aussi qui est local. Clairement, en fait, vous êtes dans une pâture où toutes les plantes étaient endomycorhizées et vous plantez des arbres forestiers qui ont besoin d'ectomycorhizes. Transitoirement, ils ne trouvent pas leurs champignons. Alors l'INRA a développé pour ça un champignon, a sélectionné un champignon qui aide le Douglas à pousser. Regardez, là c'est des semis de 1 an repiqués qui ont poussé 1 an, et là c'est les mêmes. Ça c'est sur le sol de la pépinière, et ça c'est sur le sol de la pépinière enrichi en ça. C'est pas beau? Alors en fait, à gauche, on a désinfecté la planche de pépinière, et on a mis, en l'absence de tout autre champignon, ce fameux champignon qui a été sélectionné pour le Douglas, on l'inocule là avec le mycélium est pris dans un gel, hein, il a grandi dans des fermenteurs et ensuite on l'encapsule dans un gel d'alginate. Et on fait des plans et moi je commence ma thèse. Ma thèse consiste à regarder ce que ça donne au bout de quelques années en forêt. Donc vous voyez, j'arrive en thèse pour valider le truc à un moment où il y a déjà eu 15 ans de recherche. Et là, voilà ce que ça donne. Vous avez ici des plants qui ont été transplantés en forêt en 86 et dont on observe la croissance jusqu'en 94. Ces plants jaunes viennent d'un sol de pépinière désinfecté et on n'a rien fait d'autre. Donc ils ont petit à petit été recolonisés par des champignons mycorhiziens. Les plants bleus viennent d'un sol non désinfecté. Donc alors là, d'emblée, ils ont eu les champignons de la pépinière. Et les plants rouges, ils ont été produits sur un sol désinfecté qu'on a réinoculé avec 7 souches de ce champignon. Vous voyez les petites mycorhizes là? C'est beau comme tout. Hein. Comment elle a été choisie cette souche? Parmi des dizaines de souches qui ont été essayées d'abord en pot, puis en planche de pépinière, parmi vraiment des dizaines. Donc il y a eu en fait, on a sélectionné le truc qui marchait, vous y êtes? Hein, on n'a pas dit, tiens, toi tu vas t'associer avec un tel. On a sélectionné ça. Puis en fait, il y en avait plusieurs, et puis il y en a qui ont été durs à cultiver en grande quantité. Donc, et à la fin, il y en avait qu'un seul. Et donc, moi, j'arrive en 94. Je suis une grosse dizaine d'années après l'inoculation et une petite dizaine d'années après la transplantation. Je ramasse des champignons et j'essaie de typer génétiquement pour voir est-ce que les champignons qui poussent, c'est bien ce qu'on a inoculé. Et la réponse est oui. C'est-à-dire que vous voyez, on a non seulement un effet sur la croissance. Ah oui, j'ai pas dit. Vous avez, quand vous avez inoculé, 10% de hauteur en plus. Donc c'est significatif. Bah oui, c'est d'où la petite étoile. En fait, 10% de grandeur en plus, sur un modèle tronconique du bois, ça fait 60% de bois en plus. Hein. Parce que la hauteur, c'est une chose, mais le bois, c'est un volume. 60% de bois en plus. Et quand Marc-André arrive à ramasser ces champignons et fait sa thèse en essayant de trouver génétiquement est-ce que c'est vraiment ceux qu'on a inoculés, alors voilà ce que je trouve. Voilà un exemple de placettes inoculées parmi des dizaines qu'on a étudiées. Les arbres sont en noir. Et les petits points, là, c'est des champignons que j'ai ramassés. Ils sont figurés par un figuré rouge quand c'est la chousse introduite, ou un figuré différent quand c'est des individus différents. Vous voyez que les individus, ils font des petits groupes. Voilà. Il y a des petits groupes indigènes. Ça, c'est des mycéliums qui produisent chacun plusieurs champignons. Mais ils sont localisés, par contre, partout, 10 ans après, on a toujours la chousse introduite. En fait, vous avez des petits individus locaux, mais vous avez surtout la souche inoculée. Donc là, on peut dire, voilà, on a du recul pour dire qu'en plus, ce qu'on vous vend, non seulement ça a eu un effet sur la croissance en pépinière, non seulement ça a un effet sur la croissance, mais en plus, on vous vend un truc qui reste. Alors, vous allez me dire, moi je m'en fous, parce que les arbres, puis même pour les morvandiaux, hein, c'est pas, on n'en est plus à faire des arbres, on espère encore faire des vaches. Le truc, c'est qu'est-ce que ça va faire pour notre agriculture. Alors là, ça peut faire le meilleur, mais il y a un dernier détail qu'il faut que je vous avoue, c'est que la fertilité, c'est pas l'ami de la mycorhize. Regardez plutôt. On va travailler, ce sera la dernière donnée avant de répondre à la question angoissante, faut-il acheter des
champignons chez... On va travailler sur des trèfles, et ces trèfles, on va ajouter plus ou moins de phosphate dans leur sol. On va en ajouter pas du tout, un peu, beaucoup, très beaucoup. Là, on est en céréaliculture. Là, c'est un type d'ajout céréaliculture, là. Et là, on est en un type d'ajout façon maraîchage où on bourre. Vous voyez que plus on en ajoute, moins le pourcentage de racines colonisées est élevé. En fait, la plante, plus elle a accès à de la bouffe toute seule, plus elle licencie le champignon. Alors, vous habitez pas en ville, mais quand vous habitez au-dessus d'une pizzeria, vous appelez pas Uber Eats pour avoir une pizza. Hein. Vous allez chercher votre pizza tout seul. Ok ? Donc, ça sent le licenciement. Mais il y a pire. On va regarder la croissance. Alors, on peut utiliser ces sols plus ou moins enrichis en phosphate en les stérilisant, il n'y aura pas de mycorhizes, ou en les stérilisant pas. Et ça fait plus ou moins de mycorhizes. Si on stérilisé le sol, on s'aperçoit que plus on ajoute de phosphate, mieux ça pousse. C'est normal ? Oui. Si maintenant on prend les croissances mycorhizées, celles où on établit cette courbe-là, on s'aperçoit que plus il y a de phosphate, plus ça pousse. Ça vous étonne ? Non. Par contre, ce que vous voyez crever l'écran, c'est que quand il n'y a pas trop de phosphore, ça améliore la croissance. Plus il y a de phosphore, moins l'effet est net, et même quand il y a beaucoup de phosphore, le champignon devient un pur boulet. Parce que vous le nourrissez, mais de toute façon, vous ne gagnez pas plus de phosphore que s'il n'était pas là. C'est juste un boulet. Moi, j'appelle ça un champignon parasite, quelque chose qui... Donc, j'en viens à ça. Il faut avoir le choix. Et pour le Douglas, on avait le choix. Il faut avoir un sol pas riche. En forêt, on ne fertilise pas, ou très très peu. Voilà des conditions importantes. 2 ou 3 autres choses ? J'ai une petite question quand même. Ça veut dire que là, en grande culture, avec les quantités, avec les apports de phosphore qu'on peut mettre au sol, finalement, quand je regarde le graphique là, c'est pas limitant ou pas trop limitant pour avoir de la mycorhization. En fait, on n'a plus tellement besoin. Attention, cette colonisation résiduelle peut avoir un intérêt phytosanitaire. Il n'y a pas que la bouffe dans la vie d'une plante. Mais clairement, en termes de croissance, si vous avez un sol riche, vous n'avez pas besoin de mycorhizes. Et d'ailleurs, la plante, elle ne se gêne pas pour levier. Allez, quelques chiffres. Voilà, avec... Si on vient sur le graphique de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous disiez plutôt le 0,2, c'était plutôt la partie ici. C'est ça. Le 0,2 ici, c'est plutôt partie grande culture et là plutôt maraîchage. Oui. Vous êtes, selon les cas, entre là et là. Vous êtes entre un tout petit peu d'effet, mais très peu, et rien par rapport à la fertilisation, et pas d'effet. Je dis pas que dans vos grandes cultures, vous soyez souvent dans le cas où le champignon est devenu un boulet. Ça, c'est des richesses nutritives que vous atteignez a priori pas. Mais enfin, c'est dur à dire dans le cas général, parce que ça varie avec les espèces, cette histoire-là. Mais vous êtes plutôt dans le genre, ça sert à rien. Ah ouais. Mais c'était plutôt parce que la plante va se nourrir toute seule. Et vous êtes dans le sens quand même d'un licenciement partiel. Ce qu'on se prive du coup peut-être des effets positifs sur les maladies ou et au passage, regardez plutôt ces diagrammes-là. Vous avez ici des parcelles, il y a tout un tas de parcelles qui ont été étudiées en Amérique avec fertilisation irrigation ou sans. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand il y a beaucoup à bouffer, il y a moins de champignons mycorhiziens. Mais la charge pathogène est restée la même. La quantité de pathogènes dans le sol est la même, c'est pas dépendant de la fertilisation ou de l'irrigation. Par contre, la quantité de mycorhiziens a décru parce qu'ils sont moins nourris. Alors, alimentairement, c'est pas un problème, puisque vous amenez la nourriture. Alors déjà, vous vous mettez à payer un truc que la nature faisait avant, d'accord, donc ça, c'est déjà bizarre, mais peut-être que ça marche mieux. Sauf qu'en termes sanitaires, vous avez besoin, sans doute, de plus de pesticides. Et alors, le drame, c'est que vous vous rappelez ça. Quand vous mettez des pesticides, souvent, vous avez moins de mycorhiziens, donc vous aurez plus besoin de fertilisation. Et au passage, il y a un certain nombre de pesticides qui vont pas être trop compatibles avec une mycorhization optimale. Et puis la dernière chose, on l'a dit, parmi les champignons qui supportent pas trop de se faire déchirer la gueule, il y a les mycorhiziens, le labour. Alors, moi, je connais plein de spécialités commerciales, comme prendre racine, mycorrhize, pralin avec mycorhize ou ozor mycorhize hydrosoluble. Mais quand je regarde la notice, quand je retourne le paquet et que je vois la notice, il y a écrit dilué dans l'eau, appliqué à la pleine lune de préférence.
Il n'y a pas écrit dans quel sol vivent ces champignons, et les champignons, c'est comme les hortensias, les amis, ou les géraniums, hein. Ils ont leurs préférences. Donc je ne sais pas dans quel sol les mettre, je ne sais pas si c'est bon pour les fraisiers, bon pour les tomates. Quand je fais des études avec mes petits outils d'ADN, là, je découvre qu'il y a 2-3 souches en mélange, et là, je découvre 2 catastrophes. La première, c'est que donc, il n'y a pas le choix. Sur lequel repose la possibilité de trouver les bons partenaires. Il n'y a pas le choix. Et deuxièmement, quand je regarde dans les banques de données ce que c'est des machins venus du Canada ou d'Inde. Est-ce que je veux vraiment introduire massivement des champignons exotiques dans les sols de France? Pour l'instant, ça n'a pas fait de catastrophe, mais c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. N'importe qui. C'est en faisant n'importe quoi qu'on finit par faire des conneries. Vous y êtes. Et donc moi j'ai pas. Alors là il n'y a pas de traçabilité. Et puis c'est limite réglementairement, parce que normalement il devrait y avoir des autorisations de mise sur le marché. Ben il n'y a pas. Là où on emmerde les gens qui font de la lutte biologique pour faire des dossiers comme ça, pour dire bah voilà cet agent de lutte biologique il n'a pas d'effet secondaire. Là ça passe dans la raquette. Parce que c'est des microbes, ça risque pas d'être dangereux. On saurait si les microbes étaient dangereux. Alors, donc, moi, je vois que je ne sais pas si ça convient à mon sol, je ne vois pas si ça convient à ma culture, et en plus, c'est exotique. J'ai un autre problème. C'est que j'ai un dernier problème. Donc, déjà, mes produits, ils sont pas top. Ensuite, mes itinéraires techniques sont pas forcément compatibles. Et pour terminer, un tout dernier problème que tu soulevais tout à l'heure, hein, c'est est-ce que mes plantes sont vraiment réceptives? Alors, quand on compare la croissance avec mycorhize et sans mycorhize sur un sol pas trop riche, de variétés anciennes avant 75 c'est ancien, alors ne le prenez pas mal, je fais partie des anciens, ou après 75, on s'aperçoit que la réponse à l'inoculation est très bonne avant, 8 variétés sur 11, mais que c'est plus rare après. Effectivement, c'est pas dans les cahiers des charges de la sélection moderne d'être mycorhizé et de répondre aux mycorhizes. Puisque le truc, c'est dans un sol bien fertilisé, est-ce que ça pousse ou non? Et ça, c'est un peu indépendant de la mycorhize. Alors faites attention, ces chiffres ont l'air très alarmants, mais si vous dépouillez les données vraiment, vous découvrez que, en fait, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces variétés poussent très bien quand on a mis des engrais. D'accord? Mais finalement, la capacité à pousser sans mycorhizien, elle est supérieure pour les variétés modernes, mais ça ne veut pas forcément dire que la croissance avec mycorhize est différente. C'est-à-dire qu'on a surtout sélectionné des plantes qui se débrouillent mieux toutes seules. Donc quand on retire le champignon, quand on rajoute le champignon, ça n'ajoute plus grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas réceptives aux champignons. Ça veut dire que comme elles se débrouillent très bien toutes seules, rajouter le champignon ne change pas grand-chose. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas mycorhizées. Et puis ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'utiliser les variétés qui sont sur le marché. Après tout, demain, il y en aura peut-être d'autres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des plantes qui ne sont pas sélectionnées pour se servir des champignons, mais c'est surtout qu'en fait, elles sont sélectionnées pour se débrouiller bien sans champignons. Ça, c'est en présence de fertilité. En conditions agricoles, c'est-à-dire fertilisation et action phytosanitaire. En bio? En bio, on va voir que les anciennes se comportent un peu mieux. Mais, bon, une fois de plus, on retourne à ça, c'est bien d'imaginer une nouvelle agriculture, mais si on n'a pas les semences et la diversité végétale appropriée aux itinéraires techniques, ça ne va pas être terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire, les amis, c'est très simple. On ne paye rien. On ne paye rien. Et on revient, alors si jamais ce que je vais dire vous rappelle quelque chose, vous me le dites tout de suite, d'accord? Vous êtes prêts à appuyer sur le buzzer? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se débrouiller pour qu'il y ait toujours un maximum de plantes diversifiées, puisque chaque plante encouragera des champignons différents. Dans mon écosystème, que ce soit dans l'interrang ou en interculture, ça s'appelle des couvertures végétales. On va se débrouiller pour labourer le moins possible, pour détruire ces champignons le moins possible. On va minimiser la quantité de pesticides. Voilà. Bienvenue chez Magéo. Ah oui. Et non mais ça veut dire qu'on va faire ce que font. Ce matin, j'insistais sur le fait que ça fait plusieurs milliers d'années qu'on cultive, sans les connaître, les bactéries fixatrices d'azote. Le levier, c'est la plante.
Et puis d'arrêter les conneries comme déchirer le sol. Vous y êtes, finalement, il faut être pragmatique. Il n'y a pas, ces champignons, ils sont là. Il y a encore de la résilience. Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur la diversité des sols? Les espèces ne se sont pas absentées, elles sont juste mal en point. Si vous faites des gestes qui les encouragent, c'est bon. Et les encourager, c'est quoi? C'est encourager des trucs qui sont locaux parce qu'ils sont adaptés au sol, des trucs qui sont diversifiés parce que les plantes que vous avez cultivées auront le choix. Et pour ça, il suffit de les encourager avec des plantes diversifiées, d'où les intercultures ou les couverts permanents diversifiés, dans le monde idéal, qui vont entretenir plein de champignons différents, ou votre maïs, ou votre blé, ou votre vulpin aura l'occasion de trouver des partenaires. Et vous voyez, c'est tout con. Alors maintenant, si vraiment vous avez envie de passer... Mais la diversité, ça passe aussi pendant la culture. Idéalement, oui. Si on peut, mais c'est comme tout, c'est si on peut. Ça va être surtout, vous voyez, pour la vigne. Alors si vous avez envie, je peux vous montrer des images sur la vigne, hein, mais... la vigne, les interrants permettent éventuellement d'encourager la mycorhisation des plants de vigne. Oui, je parle en culture, en céréales, comme dans du blé, dans un blé. Là, il vaut mieux viser ce qu'on évite d'une interculture. Une interculture où il pourra y avoir des crucifères, parce que si c'est des radis, ça craquelle le sol, voilà, puis parce que c'est très gourmand en minéraux et que ça va garder les minéraux, mais pas que des radis. Donc on va se débrouiller pour soit avoir des effets de relais dans le temps, on sème immédiatement après avoir glyphosaté, ou idéalement on a un couvert qui reste après le semis, bon voilà. Ou des relais spatiaux, c'est-à-dire quand on a une plante qui va s'installer, on profite d'un interrant végétalisé. Alors ça, un interrant végétalisé, c'est quoi? C'est les vignes enherbées. Vous allez me dire, ok, vous n'êtes pas viticulteur, c'est l'agroforesterie. Je vous montre quelques chiffres sur l'agroforesterie après. Mais avant ça, une dernière chose. Si vous voulez vraiment payer, vous allez chez une boîte qui va venir chercher vos champignons dans votre sol et les amplifier. Alors, je vais vous donner quelques images qui viennent d'une boîte qui s'appelle Mycophyto. Conflit d'intérêt, je suis au conseil scientifique. Absence de conflit d'intérêt, c'est que le conseil scientifique dans ces boîtes-là, dans ces startups, c'est pour chaque participation au conseil d'administration, c'est 0. Même une fois sur deux, je paye mes billets. D'accord? Mais je crois à ce qu'ils font, parce qu'ils font des merveilles. Ils viennent chez vous, prennent votre sol, et puis, ils ont des tours de passe-passe brevetés. En gros, ils cultivent une grosse diversité de plantes sur votre sol qui poussent les champignons à sporuler. Et ils vous rendent votre sol avec ces champignons indigènes, mais qui ont sporulé. Et même, ils peuvent vous faire, à la fin, du sur-mesure pour une culture que vous visez. C'est-à-dire qu'ils passent par une dernière étape où ils font pousser ces champignons en lien avec la plante que vous visez. Alors voilà ce que ça donne par exemple pour des plants de tomates. On compare 3 traitements, les champignons qui a spontanément, pas d'apport, un apport d'inoculum commercial acheté, le fameux, ok. Ça c'est des trucs comme ça. Donc là c'est un inoculum à deux souches. Et des champignons indigènes qui sont venus chercher, qu'ils ont amplifiés, qu'ils ont réintroduits dans le sol en remettant un peu de sol, comme vous étalez de la lithofère, des choses comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que entre sans apport et commercial, vous avez le même nombre de fruits par plante. Et ça, c'est ce qui se passe souvent. Les inoculums du commerce, on va dire 70% du temps, ils font rien. 30% du temps, il y a un effet positif. Je n'ai pas dit que c'était complètement nul. Par contre, ces champignons indigènes, ils s'installent bien, ils sont très diversifiés et l'effet ne se fait pas attendre. La plante a le choix de ce qu'elle veut. Regardez, la production est plus longue et le poids moyen des fruits est plus élevé. Et vous obtenez ça dans 70% des cas. Sachant qu'il y a 30% des cas où vous avez payé pour rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Il faut faire comme ils vous recommandent de faire, c'est-à-dire d'une façon qui est nulle économiquement. Ils vous disent, c'est cher, donc ça se paye une fois. C'est au moment où vous basculez dans des itinéraires techniques où vous allez moins labourer, avoir plus d'interculture, avoir des gestes, vous voyez, qui sont cohérents avec l'association mycorhizienne, vous pouvez vous payer un coup de boost initial. Économiquement, c'est un modèle de merde, parce qu'ils vendent une fois leur truc. Après, c'est pas donné. Et c'est plutôt pour des cultures à haute valeur ajoutée que pour de la céréaliculture. Mais si jamais vous voulez de l'inoculum, il faut qu'il soit local. Et au fond, la meilleure façon de le préparer, c'est, je le répète,
de prendre soin de ses propres champignons en couvrant de végétation le plus possible et d'une végétation le plus possible diversifiée. Et ça tombe bien parce que pour certains couverts, la diversité, c'est la diversité de fonctions aussi. Et labourer le moins possible. Tout ça pour ça, vous me direz, mais en fait, à cette étape, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Et dans vos effets du non-labour, vous encaissez notamment ça. Alors maintenant, voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je vous avais dit l'agroforesterie. Alors je vais vous montrer des chiffres qui viennent d'un système où on a étudié, c'était un CASDAR, un Mycoagra, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce programme. Bon. Il a été porté par François Hérissou, qui est un damné de l'agroécologie. Et on étudie du noyer et du maïs. Alors, ce qui est intéressant dans ce système, c'est que le noyer et le maïs font de la photosynthèse de façon différente, et les produits de leur photosynthèse contiennent pas autant de carbone 13. Regardez plutôt. Le noyer est beaucoup plus pauvre en carbone 13 que le maïs. Et on a été ramasser des spores sous le maïs, dans l'interrang. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme teneur en carbone 13 ? Regardez, sous le maïs ou sous le noyer, on s'aperçoit que la teneur est intermédiaire entre celle du maïs et celle du noyer. Ça veut dire que vous soyez sous le noyer ou sous le maïs, les deux nourrissent les champignons. Donc une forme d'interrang qui va entretenir les champignons mycorhiziens, c'est les arbres. Alors je croyais que c'était des ectomycorhizes, des noms alors. Les arbres en agroforesterie, c'est quoi ? C'est du noyer, c'est du liquide en barre, c'est des rosacées, c'est du peuplier. Tout ça, ça a des endomycorhizes. C'est en fait des arbres qui vont sur les sols riches et qui datent de ces forêts sur sols riches qui étaient en fait endomycorhizées. Ça va ? Le peuplier, il est un peu à voile à vapeur, il est ecto et endo. Mais donc, en fait, vous mettez les arbres que vous mettez le plus souvent sont les arbres endomycorhizés et ils vont entretenir les mycorhizes. Et même ce que montre le superbe travail d'une ancienne thésarde à moi qui a travaillé à l'INRA de Montpellier là-dessus, elle a des noyers, des céréales, mais elle s'intéresse à un truc, c'est que sous les arbres, il y a un petit sillon qu'on coupe jamais, avec des mauvaises herbes. Et qu'est-ce qu'elle montre ? Eh bien, elle montre qu'en fait, la présence de ces mauvaises herbes est un des facteurs déterminants dans la richesse des champignons mycorhiziens. Alors, regardez, là, vous avez le pourcentage de mycorhizes sous le noyer, du noyer et de l'herbe. Là, vous avez, contre le noyer, vous avez vous vous mettez dans les céréales, vous avez encore des racines de noyer, vous avez des herbes aussi spontanées, et puis le blé. Vous voyez que le blé, il est super mycorhizé, là. Un peu plus loin, vous vous mettez à 3 mètres du noyer, vous n'avez plus d'herbe, parce que vous n'avez plus que du blé, vous n'avez plus de noyer. Votre blé, il est mycorhizé, mais il est moins mycorhizé que contre les arbres. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Vous avez ici un système où vous avez le taux de mycorhize et la quantité d'arbuscules, mais ça varie dans le même sens. En fait, le blé, quand il est contre le noyer et contre les petites plantes qui poussent sous le noyer, il est plus mycorhizé que à 3 mètres du noyer. Bon, ce que je vous ai montré ici, c'est un truc important. Dans cette histoire-là, quand on analyse la diversité, on s'aperçoit que le vrai réservoir qui colonise le blé, c'est plutôt l'herbe. Mais voilà encore une raison de mettre des arbres dans les parcelles. Vous y êtes ? Moi, si je prends mon expérience personnelle, sous chaque noyer, il n'y a pas de blé. Alors, là, on regarde la quantité de mycorhizes. Mais il y a un effet d'ombre. Ça, c'est sûr. Oui. Il y a d'autres effets, quoi. Il y a d'autres effets. Mais ça veut bien dire que quelque part, vous avez un réservoir de mycorhizes. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de compétition quand on fait de l'agroforesterie. On est en train de dire qu'on est remboursé par d'autres paramètres. C'est bon ?
remboursés par d'autres paramètres qu'on ne peut pas vendre, donc, qui ne nourrissent pas le paysan. Ça dépend, parce que si vous avez un stock de champignons mycorhiziens un peu plus important, vous avez, vous voyez, jusqu'à 3 mètres du noyer, vous avez des effets à proximité qui peuvent être plus lointains. De toute façon, vous avez un sol plus vivant. Après, et donc aussi un sol plus résistant à l'érosion, puisque vous vous souvenez que vous avez aussi cette histoire-là qui compte. Vous avez un sol qui fonctionne mieux. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est pas parce que votre sol fonctionne mieux que votre production se vend plus cher. Et on retourne là à l'autre problème, qui est de se dire qu'à un moment, on a besoin d'une incitation sociétale, soit par la lisibilité des labels que les gens cherchent. Alors, ceux qui sont en bio savent que le label bio sert plus à vendre actuellement, c'est quand même, la demande, c'est quand même un truc un peu incertain, parce qu'un retour de marché, les changements de cours, et soit des subventions. Et c'est pas pour rien qu'il y a des subventions aujourd'hui pour mettre des arbres dans les parcelles, c'est que ça peut pas se faire seul. Moi, j'ai pas dit que c'était nécessairement l'ami du rendement. Par contre, si vous vous interrogez sur les chiffres de rendement pour l'agroforesterie, je pense que vous connaissez ces travaux-là, qui sont les travaux justement d'autres équipes de Montpellier, c'est encore une autre équipe, où évidemment, quand vous avez une parcelle en agroforesterie, vous produisez moins de céréales que si vous n'avez que des céréales. Sur une parcelle en agroforesterie d'un hectare, vous produisez ce que vous produisez sur 0,8 hectares de... Donc c'est pas évidemment, vous en produisez moins, vous avez de la concurrence. Ça, c'est ce que vous dites. Vous avez tout à fait raison. Et de même, vous produisez moins d'arbres que si vous aviez que des arbres, puisque vous produisez l'équivalent de ce que vous produisez sur 0,6 hectares. Sauf que quand vous faites le total, vous avez produit moins d'arbres que s'il y avait que des arbres, moins de céréales que s'il y avait que des céréales, mais vous avez produit en 1 hectare ce que vous produisez sur 1 hectare 4. Alors vous allez me dire, ok, on mange pas de bois, sauf que c'est les mêmes chiffres sur céréales légumineuses. Vous arrivez à produire sur 1 hectare, ce qui, quand c'est séparé, serait produit sur entre 1 hectare 2 et 1 hectare 6. Pourquoi ? Parce que oui, il y a de la compétition, mais aussi de la complémentarité. Par exemple, la compétition pour la lumière, il n'y a que 3 mois où il y a et des feuilles de céréales et des feuilles d'arbres. Il y a aussi des moments où il n'y a que les céréales en début de saison ou que les arbres en fin de saison. Donc vous utilisez mieux la lumière. Vous utilisez mieux aussi le profil de sol. Et d'ailleurs, avec vos arbres, vous cassez les structures profondes et vous créez des points d'entrée d'une réserve d'eau profonde. Donc en plus, vous avez plus d'eau pour l'ensemble. Bon, mais à la fin, chacun a un petit peu moins d'eau que s'il était seul. Mais au total, il y a plus d'eau pour la somme de l'ensemble. Et donc, c'est la seule chose que je puisse vous dire en termes de rendement, c'est qu'effectivement, pour vos céréales, vous en ferez moins. La vraie question, c'est est-ce que le reste compensera ? Sans compter la résistance aux perturbations. Là, je pense que sur les arbres, vous avez peut-être vu quand même des effets sur les périodes sèches. Mais on est d'accord que c'est pas un long fleuve tranquille pour aller vers ça, de même que de toute façon, même l'agriculture conventionnelle n'est pas un long fleuve tranquille. Bon, moi, c'est la somme de ce que je voulais vous dire. L'idée, c'est que ces mycorhizes, elles ont vraiment plein de fonctions, et que la façon aujourd'hui d'en avoir, c'est pas d'en acheter, c'est de nouveau une raison supplémentaire de revenir à ces antiennes qui sont une couverture maximale, une perturbation mécanique minimale et, c'est moins vrai pour les mycorhizes, mais une quantité de matière organique maximale. Bon, les mycorhizes, elles s'en foutent. Parce qu'elles vont pas chercher leur carbone dans la matière organique. Il faut les cultiver, les mycorhizes. En fait, oui. Et les cultiver, c'est cultiver des plantes. Exactement comme pour la fixation d'azote. L'inoculation, c'est un plus. Et de toute façon, même si vous pratiquez ça, ça vous empêche pas d'être obligé de faire les autres gestes pour jouer au maximum des effets de cette diversité-là. Les engrais que j'ai dit, c'est des engrais minéraux, bien sûr, on est d'accord. Si vous amenez la même quantité de phosphate sous forme de matière organique, le temps que ce soit relargué, ça va être relargué doucement, et à aucun moment vous aurez cet effet d'aubaine qui fait que la plante se charge de réserve sans avoir besoin du champignon. Donc vous aurez besoin du champignon. L'intérêt des engrais organiques, et donc peut-être que c'est d'ailleurs une façon de dire qu'il y a aussi dans l'apport de matière organique des choses qui sont utiles pour aider les champignons mycorhiziens. Quand vous apportez la fertilité sous forme organique, elle est relâchée lentement, donc vous avez besoin du champignon pour aller chercher ce qui sort de la décomposition à un rythme moins intense. Moi, j'ai à peu près tout dit là, mais voilà, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que la fertilisation minérale, une fois de plus, vous balancez un stock, vous en balancez tellement qu'il en fuit un petit peu
dans les eaux, et la plante se charge toute seule, elle n'a plus besoin du champignon. La fertilisation organique, ben là, c'est relâché progressivement, et donc vous êtes encore sur des taux de fertilité disponibles qui sont compatibles avec la mycorhization, en tout cas qui sont plus compatibles qu'un apport de ressources directement disponibles. En sorte qu'on peut aussi dire que l'apport de matière organique fait partie des gestes, sous sa dimension fertilisante, fait partie des gestes favorables. Bon, vous voyez, le truc c'est que on va pas dire qu'on va pas mettre d'engrais minéraux, mais il va falloir peut-être qu'on apprenne à les mettre en complément et en plusieurs fois, au lieu de les mettre en une fois et que ce soit la base de toute la colonne vertébrale de la fertilité apportée sur une année.